qui les oblige de réaliser des œuvres sociales dans le milieu où ils exploitent les minerais. À Bississi, à 152 km au sud-est du projet de Namoya de la Campanie Bantro, la société Casa Mineral travaille sur un projet d'exploration sur lequel les miniers artisanaux avaient découvert de l'or il y a presque 35 ans. Anakuja michanga ile siku nakuwa namuita na wana kinda kuniti kama ya kuja wana osambu habari yoyo D'après la société Casa Mineral, sur les 14 000 mètres de sondages réalisés vers la fin du mois de juillet 2013, le constat est tel que les gisements de mer ouverts vers le sud et les forages se poursuivent en profondeur. Pour son démarche à Bississi, la société Casa fait face à un défi majeur qui est celui de la coexistence avec le secteur artisanal. Le problème qui est là est que nous ne voulons pas la société Casa. Parce qu'aucun jour, un noir ira exploiter là chez eux. Pourquoi après avoir demandé l'indépendance, la paix, aujourd'hui les Blancs quittent chez eux pour venir nous bloquer dans nos activités de toute notre vie depuis nos arrière-parents? Nos enfants étudient grâce à ça. Mais aujourd'hui, le blanc arrive et veut nous chasser dans des carrés miniers. Et c'est ce que nous ne voulons pas. La vie de tous les habitants du Congo est en détresse, tout simplement parce qu'on a vendu toutes nos collines. Pendant que nous n'avons pas de travail, ils partent prendre le blanc chez eux, en Europe, et les amènent ici. Les diplômes congolais n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'entreprise, pas de société digne de son nom. Toutes les collines sur base desquelles nous survivions ici ont été vendues par les gouvernements et nous n'en trouvons aucun intérêt. Moi, je me rappelle depuis 2007, là au Katanga. Le fait d'amener le blanc ici, c'est bien. Et la population congolaise n'avait pas le même chiffre comme aujourd'hui. C'est vous qui êtes des intellectuels. Mais si les autorités décident parmi ces 100% des travailleurs qu'ils aient seulement 15 Congolais et d'autres sont des Zambiens, Saousiens, Angolais, alors comment nous, Congolais, allons-nous vivre? C'est vous qui êtes des intellectuels. Nous, on ne refuse pas, mais seulement venir et nous laisser sans emploi. Comme ça, nous ne pouvons pas évoluer.
Na kiko nyuma kitasufiri kizazi cha nyuma. Unakuwa kutumika na sisi ndio tutatesa sana sisi wa Kongole. Unakuwa unatumika na sisi, sasa unakuwa unatumika na sisi. Na sisi tutafavoriser ko. La RDC est un pays sous-développé au moment où elle est riche. Les Blancs font beaucoup de choses qui nous laissent aussi exploiter nos ressources pour aller leur vendre ça. Kaza n'a rien fait ici à Mississi. Kaza n'a rien fait ici à Mississi. Le pont est coupé, mais Kaza passe et transite les matières chez lui. Il ne pense même pas les construire. D'ailleurs, il nous a trompé ici, qu'il va construire la route qui mène Lulimba jusqu'à Mississi. Ici, nous ne voyons pas l'importance de la société Kaza et Banro. Ce sont des simples voleurs. Notre déclaration est qui nous laisse dominer nous seuls. Nous ne voulons pas entendre au Kaza, au Banro. Ici, nous ne voyons pas l'importance de la société Kaza et Banro. Sont des voleurs. Pour évacuer les créateurs de leur travail, on leur promet souvent de l'emploi et l'amélioration de leurs conditions de vie à travers les projets d'intégration sociale, mais en vain. Ils nous tentent des pièges pour nous chasser du travail. Ici à Mississi, il y a plus de 60 000 jeunes garçons. Et si vous prenez 30 000 et l'autre 30 000 ira où? Ils ne deviendront pas des rebelles, de voleurs. Ils iront dans la forêt pour former des groupes de banditisme afin de rationner la population. C'est-à-dire, cette exploitation des Blancs n'est pas bon, qui laisse les Congolais se dominer seuls. S'ils peuvent engager 30 000 et 30 000 souffrir, ils deviendront des voleurs. Ils seront des rebelles dans la forêt parce qu'il n'y a pas d'emploi. Vaut mieux que chacun reste dans les carrières en train de faire l'exploitation et investir dans sa vie. Au regard des interventions des Crézers, plusieurs tentatives permettent de voir et de comprendre que la population de Mississi vit de cet or qui a été découvert il y a 35 ans. Je fais ceci après avoir lavé. Je peux avoir même un demi-gramme d'or et facilement, je peux acheter à manger aux enfants. Tu peux trouver combien de grammes d'or dans un sac comme celui-là? Dans un sac, non. Il faut remplir environ 5 à 10 sacs de 25 kilos pour trouver un demi-gramme d'or. La majeure partie des activités et de l'économie de Mississi est tournée vers l'or. Les gens viennent de tous les horizons, dans toutes les structures, non seulement à la recherche de l'argent, mais aussi un bon lieu pour les refuges.
En parcourant ces collines où les artisanaux exploitaient de l'or, il s'enregistre ici plus ou moins 5000 trous ou galeries d'exploitations artisanales. Et pour ces artisanaux, leurs galeries peuvent aller jusqu'à environ 200 mètres de profondeur. En fonction de la nature du terrain, les billes de soutènement ici en bois sont mises en place au fur et à mesure qu'on avance avec l'excavation. Les propriétaires des galeries paient journalièrement ou mensuellement des creusaires pour le creusage dans la mine. La grande préoccupation est de vouloir comprendre comment marche l'exploitation artisanale de l'or à Misisi. Là-dedans, on commence maintenant à forer la roche en suivant sa direction et son volume. Ça ne dépend pas des jours, c'est un travail quotidien. Tu seras en train de compter chaque jour, tu dois exploiter 1 mètre et l'autre 2 mètres, ainsi de suite. Parce que là-dedans, il y a des explosifs qui nous permettent de redresser, évacuer la charge. On fait sortir des fragments de roches. Petit à petit, on se retrouve à 40 mètres, 50 mètres, jusqu'à ce qu'on rencontre l'eau souterraine. Et là, on s'arrête. À ce niveau, il sera alors question de l'exploitation industrielle, car il faut maintenant des appareils pour l'exor dans la mine. C'est ce qu'on utilise à Salomabila. Le sac vient des galeries bien remplies par des pierres et des fragments de roches. Ils sont ensuite acheminés par des transporteurs vers les lieux de concassage. Des concassages, qui autrefois se faisaient d'une manière très artisanale, se fait désormais ici, dans les Biba, avec des machines de concassage. En principe, les pierres sont déposées et broyées dans les concasseurs. Une fois broyée, la poudre est acheminée pour le lavage, l'extraction, l'amalgamation et concentration de l'or. À l'exception des gisements d'or estimés rentables par la société Casa Mineral à Misisi, le territoire de Fizi détient de nombreux autres sites miniers exploités artisanalement par les paysans.
Ce nouveau site minier découvert à Sangia par des paysans en juillet 2014 dans les alluvions des rivières Apemba et Mnembwe constitue ces derniers mois une activité génératrice de revenus pour les exploitants artisanaux de ces villages. Du village de Karamba, à 15 minutes de marche sur le lac Tanganyika, à bord d'un boat. À 5 km de la plage, il s'observe ici les suintements des hydrocarbures. Ce qui pousse les géologues à confirmer la présence des hydrocarbures sous le lac Tanganyika. En ce qui concerne les gisements de pétrole, c'est un grand projet qui est encore à l'étude parce qu'il faudrait d'abord qu'on puisse autoriser la prospection pour permettre de cerner quel type de pétrole se trouve dans les lacs Tanganyika. Donc ce sont des projets, évidemment, on doit y aller progressivement, mais nous nous impliquons pour que le processus qui est en cours puisse se matérialiser et que la mise en œuvre puisse être imminente pour que nous puissions sentir les effets localement et au bénéfice de la population du territoire de Fizi. Mais où seraient venus ces hydrocarbures que la population des Fizi appelle souvent pétrole? Dans quel contexte géologique ces hydrocarbures se seraient-elles déposés sous le lac Tanganyika? Toutes ces questions trouvent ici des réponses. Assurer l'éducation pour tous est parmi les objectifs du millénaire pour le développement dans le monde. À l'instar de tous les autres territoires de la RDC, les territoires de Fizi organisent des types d'écoles pour la formation de leurs cadres. Les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées. L'organisation des écoles dans les territoires de Fizi se situe au niveau d'enseignement maternel, primaire, secondaire et parfois universitaire. La majorité de ces écoles, construites en matériaux durables dans les territoires de Fizi, sont soit l'œuvre des églises, soit des organisations non gouvernementales exerçant leur activité dans ces territoires. Les grands défis liés à l'enseignement dans les territoires de Fizi sont d'ordre divers. Le niveau d'éducation chez nous est encore très faible. Cela est dû à plusieurs facteurs, principalement celui des diverses guerres et conflits qui ont vraiment émaillé notre territoire pendant plusieurs décennies. Et la conséquence est que non seulement les populations devaient se déplacer régulièrement, quand il y a déplacement, la scolarité est interrompue,
Et parfois, là où les familles se déplaçaient, il était difficile que les enfants puissent être scolarisés. L'analphabétisation frappe la majorité de la population et c'est un grand combat que nous devons mener. Et j'invite par cette occasion tous les intellectuels et tous les cadres du territoire de Fizi. Nous devons très sérieusement nous pencher sur le problème de l'éducation et de la formation. Le secteur éducationnel, c'est un des secteurs qui pose beaucoup de défis dans le territoire de Fizi. Dans le passé, le problème c'était qu'à l'époque coloniale, on a laissé en place un système où les écoles, les meilleures écoles, les grandes écoles étaient regroupées par grands centres. Et ça fait que pour le territoire de Fizi, on n'avait pas ces écoles-là. Il fallait que les gens viennent vers Uvira et surtout vers Bukavu. Ça, c'est d'abord l'héritage colonial. Mais ensuite, après la colonisation, le territoire a souffert du climat d'insécurité. Vous connaissez le mouvement, la rébellion mouléliste, les Simba Mai Mai, ainsi de suite. Ça a fait que, alors qu'on commençait à déployer les écoles dans d'autres territoires aisément, comme Uvira, comme Walungu, il était difficile de faire le même déploiement en territoire de Fizi pour des raisons sécuritaires. Ce qui fait que les meilleurs élèves du territoire de Fizi allaient soit à Uvira, soit à Bukavu. Les autres, même au Burundi, vous trouverez un bon quota, un bon nombre d'intellectuels de Fizi qui ont été formés au Burundi. Mais maintenant que la situation a changé, et vous le remarquez vous-même, avec le retour à la paix, on commence à voir l'essaimage d'institutions de formation, d'abord du niveau primaire et secondaire. Il y en a notamment avec l'église méthodiste, libre, aussi l'église catholique, qui ont mis beaucoup d'écoles là. Il y a un peu de gap. Le système qui n'est pas développé, c'est le système d'école maternelle. On n'en a pas beaucoup. Et vous savez, avec une bonne raison, les écoles maternelles sont souvent un peu plus chères, et puis l'organisation est un peu exigeante. Alors c'est surtout là où il y a de grandes agglomérations, là où les gens peuvent payer mieux. Or, ce n'est pas le cas. Vous savez que généralement, en territoire de Fizi, le niveau de pauvreté est quand même suffisamment élevé. Ce qui fait que beaucoup de parents attendent que les enfants atteignent 6 ans et on les envoie directement à l'école primaire. C'est plus économique. L'enseignement supérieur et université dans le territoire de Fizi est organisé depuis l'année 2009. C'est un dynamisme qui commence à venir, mais le défi c'est quoi? C'est le défi des infrastructures. Parce que pour attirer les bons professeurs, même s'ils sont originaires du milieu, vous devez avoir des infrastructures pour les logements, des infrastructures pour la bibliothèque, l'électricité pour bien fonctionner dans les salles de classe. C'est ce qui limite. Je sais que d'autres écoles pourraient bien venir, mais il y a d'abord intérêt à consolider les écoles supérieures ou les universités qui sont déjà là. Mais l'autre défi, c'est aussi l'attachement. À un certain moment, les enfants, les jeunes en territoire de Fizi n'aimaient pas beaucoup consacrer trop de temps à l'école. D'abord, ils se mariaient très vite. Filles comme garçons, à 14 ans, à 15 ans, ils se marient, donc ils abandonnent. Et aujourd'hui, les activités comme la pêche, l'activité minière, l'exploitation minière, vers Mississi, Mukera, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui, au lieu de poursuivre la scolarité de manière longue, ils interrompent. C'est ce qui fait que les écoles ont aussi un défi, surtout les écoles supérieures, d'avoir le nombre d'étudiants qu'il faut. Avant les années 2009, les élèves finalistes des études secondaires devraient partir étudier dans d'autres territoires, aux provinces selon les possibilités familiales, et d'autres étaient obligés de rester à la maison pour faire autre chose, faute de moyens financiers. Cette situation a fait que le territoire de Fizi ait aujourd'hui une faible quantité de cadres universitaires par rapport à d'autres territoires de la province du Sud Kivu. Mais la situation s'améliore car grâce à leur dispersion à travers les pays et le monde, plusieurs originaires de Fizi et Itombwe montent très haut dans la carrière scientifique, professionnelle et politique. Le leadership féminin n'est pas en reste. Être leader, c'est avant tout servir de modèle. Servir de modèle à tout point de vue. Et quand on sert de modèle, on doit donner l'espoir à ceux qui vous entourent, particulièrement les jeunes qui tentent de vous prendre comme référence. Vous devez avoir aussi la capacité de fédérer
c'est-à-dire d'attirer les gens autour de vous par ce que vous faites, par ce que vous êtes et par ce que vous savez. Donc, il y a l'être, il y a les savoirs, il y a les comportements. Voilà pour moi les 3 points focaux qui permettent à quelqu'un de devenir leader et de fédérer les autres.